À l'évocation des camps de la mort, nombreux sont ceux qui pensent à Auschwitz, non sans raison. Mais le pire de la solution finale s'est passé à l'est de la Pologne. On rentre dans le bain pour les hommes. Pour une fois, c'était vrai ici, parce que, par exemple, à Treblinka, à Belzec, c'était la même plaque, sauf qu'il n'y avait pas de bain à l'intérieur, il y avait d'autres choses. Majdanek n'aurait dû être qu'un camp de travail forcé pour les prisonniers de guerre soviétiques. Dès 1942, il deviendra centre d'extermination. Sur les murs de la chambre à gaz, les traces bleues laissées par le Zyklon B. Pour ces collégiens, l'horreur absolue décrite dans leurs livres d'histoire brutalement se matérialise. Un sentiment difficile à décrire étreint alors certains d'entre eux. C'est pas de l'angoisse, c'est un espèce de sentiment de dire qu'avant il y a eu quelque chose de grand ici, de mauvais, hein, mais de grand quand même. Tu prends quelques notes? Oui. Dans quel objectif? Aussi bien pour le brevet que pour m'en rappeler tout court en fait. C'est important, je pense, qu'on s'en rappelle, surtout dans le contexte actuel. À l'époque, le camp de Majdanek s'étendait sur 273 hectares. 150 000 personnes y ont été internées. 2 tiers de ces déportés y seront exterminés. À l'intérieur de la double enceinte de fils barbelés électrifiés, l'abomination atteindra son paroxysme avec l'opération Reinhardt, l'une des plus grandes tueries de masse de la Seconde Guerre mondiale. Le 3 novembre 1943, on a tué 18 000 détenus dont les corps étaient déposés dans les fossés que vous voyez derrière moi. En 1944, les nazis tentèrent de détruire les preuves de leurs crimes sans totalement y parvenir. Et découvrir le four crématoire est pour les élèves personnellement concernés par la Shoah très difficile. Je suis la petite fille du survivant Martin Gray. Il a pu s'échapper du camp de Treblinka. Et malheureusement, donc, sa mère, ses frères, son père sont morts dans le camp. En fait, à chaque fois que j'en parle, je ressens une émotion très forte. Sous le choc et en même temps conscient des enjeux. C'est quand même beaucoup d'émotions parce qu'on entend beaucoup parler, on voit dans des films. Et le fait de le voir en vrai, c'est quelque chose de différent. Ça sert à se souvenir de ce qu'ils ont vécu et de ne pas refaire la même chose plus tard. Les déportés arrivaient à Sobibor en train. Les gens qui descendaient du train se dirigeaient là où vous voyez votre groupe des élèves. Sobibor était exclusivement un camp d'extermination. 75% des hommes et des femmes qui y périrent étaient des juifs polonais. Pour les enseignants, confronter leurs élèves à cette partie si sombre de l'histoire de l'humanité fait son œuvre. Les anciens élèves, parce qu'ils ont vécu une expérience en fait avec nous, quelque chose de plus qui leur apporte une connaissance intime, deviennent des transmetteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, alors que les témoins disparaissent, eh bien c'est vraiment à eux que le flambeau doit passer. Mais parmi les derniers grands témoins directs, certains doutent qu'en cette période de très vive tension internationale, cela suffise. Tout ça est très dangereux, tout ça est à la merci d'une étincelle. Je ne suis pas très optimiste. Vous ne comptez pas sur ces collégiens? Je voudrais. C'est le message qu'on essaye de leur faire passer. Justement, on a mis en place des voyages scolaires et du coup, je pense que les élèves vont être sensibilisés. Et du coup, ça va amener à ce que plus jamais dans le monde ça se reproduise. Enfin, j'espère. Tu es plutôt optimiste? Oui, je suis optimiste. Enfin, il faut l'être parce que sinon, on n'y arrivera pas. Pour sa part, le département des Alpes-Maritimes confirme sa détermination sans faille à poursuivre l'organisation de ces voyages de la mémoire, à Auschwitz comme dans les camps de Majdanek et Sobibor pour lesquels c'était une première.